Donc là, je fais. Ah oui. Donc rebonjour à tous. Donc l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de rappeler les bases de la réinitialisation et de l'inscription des étudiants, la réinitialisation de cours et la réinscription. Et ensuite, je vous présenterai les groupes et les forums qui sont deux demandes qui m'ont été formulées dans les jours. Donc la première chose, la réinitialisation. Donc on va aller sur un cours, alors un cours du S1 pour moi. Donc là, c'est mon cours au S1. Comme je le dis dans l'interface d'accueil, la réinitialisation est à la charge de l'enseignant. Pourquoi? Parce que quand vous allez réinitialiser un cours, vous allez effacer tous les étudiants qui sont connectés dessus, vous allez les désinscrire, donc ça ne les supprime pas de Moodle, ça les désinscrit de votre cours uniquement. Et vous avez la possibilité aussi de supprimer tout ce qui concerne messages postés sur les forums, interventions, documents posés par les étudiants, pas les vôtres, mais ceux qui ont été apportés par les étudiants, les notes, les résultats, tout. Ça veut dire que vous remettez votre cours avec votre structure à blanc. La conséquence, elle est que vous pouvez perdre tout le travail, tout l'existant des étudiants. Donc c'est pour ça que c'est à vous de prendre l'initiative de faire la réinitialisation. Personnellement, moi, je ne réinitialise que après les jurys et après avoir que, enfin, pour les 3A par exemple, que Seb, qui est le responsable d'année, m'a dit qu'il n'y avait plus de recours, plus rien, et qu'il n'y avait plus aucune raison de revenir sur les résultats qu'un étudiant aurait pu avoir cette année. Donc moi, je le fais toujours. Alors, je le fais même pas l'été. Je le fais juste avant la reprise du cours l'année suivante. Voilà. C'est là que je réinitialise tout. Alors, pour ce faire, quand vous êtes sur votre cours, donc vous rentrez dans votre cours. Là, voilà, je suis dans mon cours. Je vais à gauche, dans l'administration du cours. Je descends sur le JP, bouton. Oui, la présentation elle est bloquée, on est toujours sur démo du 19 mars, présentation du Moodle. c'est pas vrai. Ouais, Vous êtes toujours sur. Alors, je vais faire ça. on voit ta souris qui bouge, c'est bien. Là, vous êtes là. Vous voyez ma Ouais, souris. oui, voilà. Ok. Alors attendez, j'arrête le partage, je le relance. Ok. Euh, ok, c'est un partage par fenêtre et pas par écran. Qu'est-ce que c'est nul. Oui, avec. Voilà, c'est bien. Ok, Là, vous c'est bon. voyez là? Ouais, impec. Ok. Donc je switcherai de temps en temps entre l'utilisateur, ce que voit l'utilisateur et ce que voit le prof. Donc voilà, quand je suis dans mon cours, je suis rentré dans le cours de base de données et je reviens dans administration du cours et vous avez le bouton réinitialiser qui est là, qui est l'avant-dernier. Et quand vous rentrez sur ce bouton, là vous avez la possibilité de tout effacer. Donc à vous de cocher ce que vous voulez, supprimer les événements, les annotations, les données d'achat. Et le plus important, éviter de faire. Le plus important, c'est que vous pouvez désinscrire selon le rôle. Donc n'allez pas désinscrire les enseignants, ça vous allez vous autocouper une jambe. Étudiants et attribution de rôles locaux, c'est quand vous avez donné un droit particulier à un étudiant parce qu'il est peut-être chef d'équipe ou tout ce que vous voulez. Après, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de supprimer tout ce qui est notes, de supprimer les groupes éventuels que vous auriez créés, donc ça on le verra plus tard, de vider les forums, de vider les tests et de vider les évaluations. Donc là, les devoirs, c'est plutôt les travaux remis, donc c'est quand ils déposent un fichier, et les tests, c'est les évaluations. Oui, alors pourquoi désinscrire les étudiants? Parce que quand vous créez des groupes, des fois, il y a de certains cours, moi, quand je le faisais pas au début, et je me retrouvais avec les 3, 4 années passées. Alors, on a arrêté ça. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup d'étudiants et certains qui n'ont rien à faire dans le cours. Certains étudiants revenaient et retentaient de faire des évaluations de temps en temps. Enfin, ils arrivaient dans le cours et dans la pédagogie qu'on mettait en œuvre sans être impliqués comme peut l'être un étudiant de l'année en cours. Donc on trouve beaucoup plus simple de supprimer les étudiants qui n'ont plus rien à faire, au même titre que vous ne les laissez pas rentrer dans votre salle de cours quand vous donnez cours aux 3A, ceux qui sont en 4A n'ont pas à rentrer dans la salle de cours. C'est à peu près le même principe et ça vous permet de mieux gérer
l'interaction pédagogique que vous pouvez avoir avec les étudiants, même si elle est virtuelle. Alors ça, c'est pour la réinitialisation. Alors après, je peux vous le montrer, hein. Hop, donc là sont les étudiants, vous voyez, ils sont là. Je vais essayer de réinitialiser. Alors je vais enlever que les étudiants et pas les notes, hein. Hop, là-dessus. Je réinitialise. Bon, il y a toujours un petit moment de stress quand on clique sur ce. Donc là, ça vous donne une petite information. Hop, c'est reparti. Voilà. Et donc là, vous n'avez plus que les profs. Petit rappel sur les profs, sur les rôles. Le gestionnaire, c'est le big boss. L'enseignant, c'est le patron d'un cours. Et il peut désigner un enseignant non prof, c'est un statut intermédiaire comme un assistant cours, et après il y a les étudiants. Ça peut être intéressant, c'est rarement utilisé dans notre cas, mais ça peut être intéressant par moment. Donc voilà, on retourne dans le plan, du 19 mars. Donc ça, c'était la réinitialisation d'un cours. Donc une fois que vous n'avez plus personne dans le cours, vous avez la possibilité, au démarrage de l'année, de définir qui va pouvoir s'inscrire dans le cours. Alors, pour ce faire, on va dans le cours, on revient sur utilisateur, et on a la première chose à voir, c'est la méthode d'inscription. Quelle est la politique que vous voulez fixer? Est-ce que vous laissez les gens s'inscrire tout seuls? Alors je déconseille tout de suite l'accès anonyme, d'ailleurs on l'a figé par défaut, parce que ça veut dire que les gens n'ont même pas besoin d'être à l'ESUA et d'avoir un compte sur Moodle. Donc ça, on l'a coupé. Ensuite, il y a la possibilité de faire de l'auto-inscription. Ça veut dire que c'est les étudiants, quand ils arrivent dans le cours, ils ont la possibilité de rentrer. Et ils peuvent rentrer librement si vous ne fixez pas de clé d'inscription, ou vous pouvez fixer une clé d'inscription. Moi, c'est ma méthode. Et généralement, au début du cours, je donne la clé d'inscription. Je dis que pour cette année, la clé d'inscription, c'est test. Et puis, les gens s'inscrivent. Juste JP, comme là on les aura pas en direct pour leur donner la clé d'inscription, ça peut passer par mail, mais c'est pas du tout obligatoire cette clé d'inscription. Non. On peut peut-être. Oui, on peut être simple, mais c'est là où j'arrivais. Après, il y a une autre solution, la solution qu'on peut mettre en place à l'heure actuelle, c'est que vous pouvez faire déjà les inscriptions manuelles. Donc c'est vous qui gérez les inscriptions. Je reviens dans utilisateur inscrit. Donc là c'est la liste des personnes inscrites. Vous pouvez faire une inscription manuelle. Donc là, je peux aller chercher, je ne sais pas, moi, j'ai fait un deuxième compte pour les tests que je suis en train de faire. On peut prendre nos ballons barrés, là, voilà, hop, et on peut le désigner. Bon, moi, je suis gestionnaire, donc je peux désigner avec différents statuts, mais vous pouvez fixer étudiant. On inscrit l'utilisateur et il est directement étudiant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. Bon, je vais l'enlever parce qu'il n'a rien à faire. Et c'est bon. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle les cohortes. Donc, les cohortes, je vais vous montrer sur l'interface d'administration ce que c'est. Les cohortes, en fait, ce sont des groupes d'étudiants, au même titre que vous avez des listes de diffusion. Donc là, je suis sur toutes les cohortes. Et là, j'ai créé pour Laval la liste de toutes les cohortes, de toutes les promotions avec tous les étudiants dessus. Donc, aux Lavallois qui sont présents, il faudra faire attention parce que j'ai fait ça en mode rush hier soir, donc il y a de grandes chances qu'ils... et on peut voir ici, voilà, ajouter les membres. Bon, là, il y a trop d'étudiants, mais dis donc, j'ai pas de chance. On va prendre des UFA. Là, il y en a 30. Voilà, et là, il y a la liste de tous les étudiants qui font partie des 4A UFA de Laval. Donc, cette cohorte, hop, elle est fixée à Laval. Je l'ai bloquée, enfin, bloquée. Je reviens, excusez-moi. Je reviens ici. Pour vous présenter bien comment ça marche. Les comptes, cohortes. Voilà, toutes les cohortes. Je l'ai fixé à une catégorie et qui correspond au cours, à l'architecture qu'on a donnée à nos cours. Ça veut dire que là, ils sont dans la catégorie Laval. Donc, quand je reviens dans Accueil, ils ne peuvent être donnés, ces cohortes ne peuvent être utilisées que pour les cours qui appartiennent à la catégorie Laval. Donc, si on vient ici, si je retourne dans mon cours de base de données que j'ai purgé tout à l'heure, donc on revient
dans les utilisateurs inscrits. Là, vous voyez, il n'y a personne. Et quand je vais inscrire, là, je me retrouve avec un menu qui n'apparaissait pas tout à l'heure. Et je peux aller sélectionner la cohorte que je veux. Et on va faire un test. C'était les 3A. Donc, je prends les 3A Laval. Je les mets étudiants. J'inscris. Et ça marche. Voilà. Et vous avez la possibilité de créer, enfin, d'inscrire tout le monde, tout le monde. Et d'un seul coup, et plus simplement, et avec une liste validée par l'administration. Petite particularité, moi qui faisais les méthodes par auto-inscription, il arrive souvent que des étudiants qui travaillent ensemble ou les étudiants qui sont en couple ou des choses comme ça, il y en a un qui ne s'inscrit jamais parce qu'il récupère toujours, le gros feignant qu'il est, il récupère toujours les documents de quelqu'un d'autre et il se retrouve coincé le jour de l'interro parce qu'il n'avait jamais été inscrit au cours. Donc ça m'arrive de temps en temps, le jour de l'interro, à avoir quelqu'un qui ne connaît pas son code ou qui ne s'est jamais inscrit au cours. Donc là, il faut faire attention. Quand on lance une interro Moodle, il faut toujours avoir un permanent avec les accès et ne pas laisser les surveillants tout seuls parce qu'on doit gérer des petits cas. Libre à nous après de les sanctionner. JP, oui, si tu permets, parce que dans le chat, il y a plusieurs questions. Oui. Des enseignants de Paris demandent est-ce que nous aurons également nos cohortes? Donc, rien ne vous l'empêche. Je crois qu'il y a Vincent qui est connecté, à lui de nous dire s'il peut le faire. Ou sinon, pour inviter un étudiant, il suffit d'avoir son mail, son nom, comment ça se passe? En fait, tous les étudiants sont déjà ici. Donc, je ne sais pas si vous voulez tester, vous pouvez me donner un étudiant. Je vais aller chercher un étudiant de Paris. Non, mais je suis... J'imagine que chaque responsable d'année peut créer la cohorte pour son année. Non, il faut être administrateur du site. D'accord. C'est comme si tu laissais à tout le monde la possibilité de créer une liste de diffusion par la messagerie. Bah, d'accord, je peux le faire, mais il me faut les listes en fait. Voilà, mais c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai demandé hier à l'administration lavalloise, elle m'a envoyé les listes et puis j'ai créé. Ouais, c'est l'occasion d'une demi-heure, il faut être juste. Ouais. C'est casse-pied quand même, je reconnais. Mais il faut quelqu'un de très lisse. C'est pas passionnant. Ah non, c'est loin d'être passionnant. Bon, si j'ai les listes, je peux les créer, pas de problème. Voilà. Alors pour montrer, je sais pas, est-ce que quelqu'un peut me donner un nom d'un étudiant parisien sur le chat, s'il vous plaît? Ça répond pas. Oula, Clara Tricot, c'est bon. Très bien. Donc j'ai qu'à taper Tricot. Regardez, il y a Clara qui est là. Normalement, on a tous les étudiants, c'est récupéré tous les ans via la base d'AD. Donc tous les ans, on fait le point des étudiants qui sont qui sont inscrits à l'école. Alors attention, les premiers cours de l'année, comme les listes fluctuent un peu, en fait, on crée jamais les cohortes tout de suite à Laval. Voire on les crée pas du tout, on les crée que pour nous. Enfin pour nous, j'entends Richard et moi. Parce que personne nous avait exprimé le besoin, mais là je pense que l'année prochaine on va le faire pour tout le monde. Et donc il y a toujours un petit flou au début de l'année, mais normalement les comptes arrivent, sauf exception, ils arrivent tous. Voilà. Il faut juste les premiers cours de l'année, ce sera peut-être à la main. Voilà, donc une fois que ça c'est fini, on va revenir sur le plan de la présentation. Question bête, JP. Oui, peut-on appeler... Je parle tout de suite des groupes, justement. Ça arrive, Nicolas. Alors, les groupes, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Là, vous êtes prof. Alors là, c'est la administration du cours. Voilà. Vous avez, dans les utilisateurs, vous avez les groupes. J'ai créé 2 groupes comme ça, mais on peut en créer autant qu'on veut. Libre à vous de faire les groupes que vous voulez. Vous créez un groupe. Après, il y a plusieurs solutions. Soit vous créez les groupes vous-même et vous gérez vous-même les membres, mais les membres ne peuvent être que parmi les étudiants qui sont inscrits au cours. Ça veut dire que si tous les étudiants ne sont pas inscrits au cours, vous ne pouvez pas les répartir dans les groupes.
Donc ça demande une action qui peut être très chronophage, très casse-pied, et comme toute constitution de groupe qu'on fait avec les étudiants quand on leur demande de se répartir pour les TP. Donc Moodle a mis en place plusieurs solutions. La première solution qui est le groupe, c'est tout simplement, je sais pas, le groupe sur Moodle, c'est quand vous demandez à des étudiants de se répartir en binôme, en trinôme, pour pouvoir réaliser un TP. C'est tout simplement ça. Il faut le prendre exactement comme dans la vraie vie, enfin, présentielle. Et donc, vous créez les groupes, et je vais vous montrer une application très réelle juste après. Les groupes, vous pouvez créer, alors, je reviens, je vous ai créé des objets, mais pour ceux qui n'avaient pas vu la première présentation, vous pouvez créer tous les objets qui sont ici. Donc, il y en a plein, il faut regarder ma présentation de la dernière fois. Là, je vais me concentrer donc sur les groupes. Donc, vous pouvez proposer aux étudiants de choisir parmi les groupes existants, ou après, je vais vous montrer comment proposer aux étudiants de se répartir eux-mêmes et auto-gérer leur groupe. Donc, la première chose, c'est de choisir parmi les groupes créés par le prof. Donc, quand vous créez cet objet, vous avez la possibilité d'afficher tout un tas de paramètres, mais le plus important, c'est que vous avez les groupes qui sont disponibles et à vous de les proposer à la sélection. Donc là, j'avais déjà proposé 1 et 2. J'ai juste à ajouter le groupe 3 et les étudiants pourront venir sélectionner 1, 2, 3. Après, un truc qui n'est pas sympa, tout le reste des paramétrages, je l'ai laissé par défaut. À vous de voir si vous autorisez à ce qu'il change de groupe 20 fois ou des choses comme ça. Alors, important de permettre l'inscription à plusieurs groupes. Ça, généralement, on ne le fait pas. Mais après, c'est vous qui choisissez par rapport à vos attentes et à vos besoins. Et quand vous revenez ici, quand vous avez validé, l'étudiant, qu'est-ce qu'il voit? Quand il se connecte, il arrive sur cette interface et il n'a plus qu'à choisir un groupe. Donc moi, je suis enseignant, donc forcément. Et je ne suis pas auto-inscrit dans mon propre cours. Donc voilà. Donc à vous après de choisir ce que vous voulez faire. Et quand vous cliquez, vous voyez que Johan, lui, il est déjà inscrit. C'est l'utilisateur que j'ai en test pour vous montrer après ce que ça fait. Voilà. Ils peuvent changer de groupe à l'envie après ou comment ça se passe? Eh ben c'est là où je vais déconnecter, ça va être plus simple. Je vais gagner du temps. Donc le Jojo, quand il vient ici, quand il se reconnecte, il a la possibilité après de... Ah non, il a été figé lui. Je suis bien Johan là? Ouais, je suis bien Johan. Eh ben non, il a été figé. C'est dans le paramétrage que j'ai mis. Super. Alors, c'est casse-pied cette interface où je peux pas switcher. Donc quand on revient ici, espace commun. Autoriser la modification, donc c'est normal. Donc il n'y avait plus qu'à dire oui. Voilà. Donc c'est à vous, en fait, bon, je ne vais pas revenir sur l'interface de Johan. C'est à vous de définir ce que vous voulez et je vous encourage à faire des tests avec un camarade prof et c'est pas mal. Ça marche très bien. Et donc là, après, à vous de voir et vous pouvez revenir ensuite, une fois qu'ils ont fait leur répartition, vous pouvez revenir dans Utilisateur, Groupe, et vous pouvez gérer vous-même et les répartir selon les utilisateurs séparés. Deuxième option qui est très sympathique, mais vraiment très très bien, et c'est celle que je vais utiliser dans les cours que je vais faire en présentiel, c'est ouvrir la création de groupes au choix. Ça veut dire que je vais permettre aux étudiants de faire eux-mêmes leur propre groupe. Alors comment ça fonctionne? C'est qu'on crée l'activité, enfin l'auto-sélection du groupe. On fait dans paramètres, une fois que c'est créé, on peut définir bon, tous les droits et tout ça.
Et surtout, il y a une option qui commence à arriver qui n'était pas possible avant, c'est de fixer un nombre maximum de membres par groupe. Donc ça, c'est vraiment très bien. Nombre de maximum de participation aussi, de dire que la personne doit être que dans un seul. Dans cette option du minimum, je l'ai jamais activée parce que généralement après je répartis pour toujours ceux qui arrivent jamais à trouver le groupe. Et après ils peuvent rejoindre, quitter. Là, je les laisse faire leur mamaille jusqu'à ce que je trouve que l'état est stable et après je verrouille tout. Petite particularité, on peut leur donner l'autorisation de créer leur nom de groupe et de donner une description. Là, vous avez intérêt de modérer très fort et très rapidement parce que ça peut partir très rapidement en live. Rien que j'ai testé cette fonctionnalité avec quelques étudiants qui m'ont aidé là cette semaine. Rien que des étudiants sympathiques qui m'aident tranquillement, entre eux déjà c'était pas bien. Donc j'imagine avec des étudiants qui n'ont pas un grand intérêt pour nous. Voilà. Comment je vais dans activité? Je reviens. Quand je suis sur le cours, j'active le mode édition qui est ici, et donc on voit toutes les sections qui apparaissent, donc la répartition de mon cours. Et dans les groupes, j'ai créé un groupe une section qui s'appelle les groupes, et je peux ajouter une activité ici. Donc là, il y a toutes les activités qui existent sur Moodle. Et j'ai choisi, pour cet exemple, l'autosélection de groupe. Voilà. Et après, je peux aller dans modifier une fois que c'est créé. Quand on crée, il y a la fenêtre il y a toutes les fenêtres de paramétrage, à moi de choisir. Mais si je me trompe et que je veux reprendre les paramétrages, je viens sur la même ligne, je vais dans modifier paramètres et je peux le faire. Quand les groupes sont terminés et que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez après cacher les groupes et ils ne seront plus visibles pour les utilisateurs. Voilà. Alors, petit usage pratique, c'est que une fois qu'on a fait les groupes, on peut définir un dépôt. Donc là, le dépôt, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est la capacité de dire que les étudiants doivent vous remettre un projet et qu'ils viennent le poser ici. Donc on vient dans les paramètres. Dans les paramètres, on définit que c'est une remise par groupe, sinon ça ne sert à rien. Après, ils peuvent remettre, même quand vous avez des groupes, ils peuvent remettre des travaux en individuel. Mais pour l'exemple, ils remettent le travail en groupe. Et là, je retourne chez notre cher Johan. Johan, il doit déposer un fichier, il doit ajouter son travail. Et là, alors attendez, je n'ai pas vérifié s'il était avec quelqu'un dans son groupe, mais c'est pas grave, on fera le test après. Hop, je prends n'importe quel document et je viens le cliquer glisser ici et je l'enregistre. Donc ça c'est bon, je déconnecte, je retourne sur mon compte. On revient dans l'espace commun, on revient dans la démo, on revient ici. On peut consulter maintenant les travaux remis. Vous voyez qu'il y a une notification pour dire qu'il n'y a que les personnes qui appartiennent dans un groupe qui peuvent mettre. Ça, c'est par mes choix. Et là, je vois que Johan Mondé, il a mis une information. Il a rendu quelque chose. Donc là, je vois que Sylvie était aussi dans un groupe, mais pas dans celui-là. Donc là, je vais vous montrer, je vais essayer de le faire en... Je vais l'ajouter. Et là, Sylvie, par magie, elle a déjà remis son travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre du groupe qui a remis le projet, donc tout le monde a remis. Et quand je fais la note, je viens
mon avis, je lui mets une note de 55 sur 100. Bon, j'ai pas géré comment s'appelle les points. Hein. Ça, j'en avais parlé la dernière fois, c'est juste pour l'exemple. Vous avez vu la petite case à cocher, notifier les étudiants, donc ils ont reçu un petit mail sympathique pour leur dire qu'ils avaient été notés. Je reviens sur consulter les travaux remis et on peut voir que tous les deux, ils ont eu leur note. Ok. Voilà. Continuons. Donc ça, c'était pour les groupes. Donc les groupes, au final, c'est très simple. Ça peut être très long, mais moi, depuis que j'ai le choix automatique des groupes par les étudiants, il suffit de faire une limite, d'éviter qu'ils créent leur nom. Et puis, on n'a qu'à les prévenir un peu à l'avance et puis ils créent les groupes avant le cours et puis c'est très bien. Et on arrive sur les forums. Et là, les forums, c'est un besoin tout récent qu'on n'utilisait pas parce qu'on était en présentiel et qu'ils pouvaient poser leurs questions. Et là, j'ai trouvé des trucs assez sympathiques. Donc, la première chose, c'est que je vais vous présenter les 3 types de forums que Moodle nous propose. Donc, le premier, ce sont les forums classiques. Donc, on crée un sujet et on peut avoir une présentation emboîtée classique. Donc, j'ai mis un texte, la réponse 1 qui est au même niveau que la réponse 2. Donc, ça veut dire que j'ai répondu à ce niveau-là. Mais si on apporte un commentaire à la réponse 1, en appuyant ici, on se retrouve en fait décalé. Il y a une indentation assez logique. Ça, c'est l'affichage par défaut. Après, il peut y avoir un autre style d'affichage, mais habituellement, moi j'ai toujours utilisé comme ça, mais après, sauf. Moi, je préfère l'autre parce qu'on voit la hiérarchie des interventions et des remarques de chacun. Donc ça, c'est le forum classique. Très simple. Le forum de type blog. Le forum de type blog, c'est que vous ajoutez un sujet et il apparaît comme ça, comme un blog. Mais simplement, alors moi j'ai galéré la première fois, c'est comment je participe. Et en fait, c'est discuter sur ce sujet qui est en bas là. Vous pouvez cliquer et vous avez toutes les informations qui sont. Et hop, quand je remets en emboîté, voilà, il y a l'affichage classique qui apparaît. Donc ça, ce sont les 2 forums classiques les plus qu'on voit en forme de blog ou en forme classique. Hop, je reviens ici, je vous présente, on les clique, on crée une activité, on choisit ici, et vous les avez, forum standard affiché comme un blog, et je vais vous présenter maintenant les questions-réponses. Les 2 autres, ce sont des cas très particuliers que même sur les forums, ils utilisent, enfin sur Internet, pardon, personne ne les utilise de trop. Mais après, à vous de voir. Celui qui devient très 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 intéressant, c'est le forum de type questions et réponses. Pourquoi? La particularité, et là ça peut vous être très utile tout de suite, vous posez une question et les étudiants, ils peuvent répondre à la question, mais ils ne voient pas les réponses des autres. Donc pour vous montrer comment ça marche, le plus simple, c'est de le faire. Question 2. Donc je pose une question, une nouvelle question, voilà, et je retourne chez Johan. Donc je retourne chez Johan. Johan, il arrive sur le forum de type question-réponse, il arrive sur la question 2, et déjà on lui dit que ce forum est un forum de questions-réponses. Pour voir les autres réponses à ces questions, vous devez d'abord écrire votre propre réponse. C'est comme si on posait une question ouverte en classe et qu'on attendait les réponses. On clique sur la question, donc là il nous reprécise qu'on ne verra pas le reste, et on peut répondre, donc on dit... Voilà, Johan y répond. Vous voyez en même temps, je vous propose, il peut poser un fichier, il peut s'abonner à la discussion, ça veut dire qu'il va recevoir des notifications à chaque fois que quelqu'un répond. Bon, ça c'est au choix de l'utilisateur. On peut prépositionner un paramétrage par défaut, mais chaque utilisateur peut gérer ses notifications. Et là, il voit sa réponse. Et là, je vois quelqu'un d'autre a répondu, c'est très bien, merci pour l'exemple. Et
on note que pendant une demi-heure, il a le droit de modifier sa réponse. Et ça veut dire que pendant une demi-heure, il ne pourra pas voir la réponse des autres. Et ça, c'est pas mal, ça permet de poser une question en live, comme ça. Donc, je vais retourner sur l'interface. Off. On regarde ce qui se passe de l'intérieur. Question 2. Et on voit que c'était Nicolas qui avait répondu, mais personne ne peut le voir. Alors, un truc qui est sympa aussi, c'est que là, vous pouvez poser des questions comme ça de façon simple, mais il y a aussi le paramètre. Quand vous venez, vous cliquez sur le type de forum, vous pouvez revenir sur les paramètres et vous pouvez ajouter un principe d'évaluation. Ça veut dire qu'on peut faire des moyennes, on peut faire des moyennes par point. Alors ça, je vous encourage à faire des tests parce que chacun voit midi à sa porte dans les évaluations. Et quand on enregistre, je peux revenir après sur le forum et j'ai maintenant la possibilité de noter toutes les réponses. Bon, Nico, ça vaut bien 1, pas plus. Moi, c'était très bien. Et aux gens, c'était parfait. Voilà. Non, c'est pas faux cul. C'est pas, j'ai jamais dit ça. Et après, je peux pas le modifier par un. Tous ensemble plutôt. Alors, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi. Si, voilà, ça a été fait. J'avais déjà noté. Quand on le fixe, on note. Voilà. Et normalement, je sais pas, Jean, est-ce que tu peux confirmer? Tu vois la réponse, Oui. la note? Voilà. Ouais, je viens de Bon, ça m'évite de changer à chaque fois. Oui, merci Christophe. Oui, j'assume mon côté faux cul. Et là, je vote. Donc voilà, ça c'était fait. C'est quelque chose que je viens de découvrir en faisant les tests pour vous et que je pense je vais tester en live prochain cours qui peut être sympa. Par contre, je ne vais pas gérer personnellement, tant que je ne maîtrise pas, je ne vais pas gérer mes notes dessus. Mais c'est bien quand même de faire une évaluation juste au moins pour que l'étudiant soit pas informé qu'il était proche ou non de la bonne réponse. Alors, après, c'est là où on va compliquer un peu les choses. Vous avez la possibilité maintenant de créer des forums qui sont réservés au groupe. Donc, le plus simple, c'est de créer des groupes réservés. Ce que je vous dis, il y a deux notions, groupe visible et groupe réservé, et groupe séparé. Pour Moodle, les groupes visibles, ça veut dire qu'on va créer des groupes. Chaque étudiant va dans son groupe, mais il a possibilité de voir le travail des autres. Les groupes séparés, c'est qu'il sait que les groupes existent, mais il ne peut pas du tout voir ce qui se passe chez les autres. Et il est vraiment enfermé dans son groupe. Cette notion est définie pour tout le cours. Et c'est là, en fait, où je trouve que ça peut être complexe. Ça veut dire que vous venez dans le cours, vous revenez à la racine. Donc, quand vous êtes à la racine du cours, vous avez l'administration du cours. Vous allez dans Paramètres. Et vous avez, dans tous les paramètres, un petit chapitre groupe où vous pouvez dire que tout le cours est en mode aucun groupe, groupe séparé ou groupe visible. Et ça va avoir des conséquences sur tous les objets. Par défaut, pour les tests, pour la première fois que vous utilisez, je vous conseille d'utiliser aucun groupe. Comme ça, rien n'est imposé à l'ensemble de votre cours et c'est après vous qui pouvez choisir ce que vous voulez faire. Et un truc qui peut être sympa, donc, c'est de créer un forum et de le réserver à un groupe. Ça veut dire quoi? Bon, à chaque fois que je réactive, ça veut dire que vous créez un groupe, un forum, où voilà, vous le créez. Et ici, vous pouvez restreindre l'accès, ajouter une restriction à un groupe et dire que par exemple c'est le groupe 3. Et quand vous revenez, hop, il est Toto, il est dans le groupe 3. Il est dans le groupe 3. Ça veut dire que les autres vont le voir, mais ne pourront pas rentrer dedans. Ça, c'est le cas classique, très simple. Chacun peut rentrer, voir. C'est une séparation au niveau de l'objet. C'est bien, ça marche bien, c'est assez simple. Après, là, on peut commencer à compliquer les choses. On peut créer un forum classique
et de commencer à séparer les sujets par personne ou par groupe. Et pour que ça fonctionne, là, il va falloir changer le paramétrage en haut. Alors, attendez, je réponds à une question d'abord. Yamine, on peut lancer un test avec plusieurs questions-réponses, mais qui apparaissent de façon aléatoire au niveau des élèves. Oui, ça c'est ce que je présentais dans ma dernière présentation, donc je t'encourage à la regarder, puis tu peux m'envoyer des mails si tu as des questions. Pour Déborah, c'est exactement ça. Donc le groupe, c'est où ils peuvent échanger. Et on peut faire des forums où tous les groupes peuvent causer ensemble. Et là, ce que je suis en train de montrer, c'est quand on fait des forums et qu'on les réserve à des groupes différents. Donc là, alors ce que je montrais, c'est quand on crée des forums avec des groupes, ça veut dire que là, on va commencer à compliquer le paramétrage du groupe. Donc ça veut dire qu'on rentre sur un sujet et que quand on veut le modifier, on va essayer de trouver un paramétrage pour le bloquer. Sauf que là, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit, dans le paramétrage du cours lui-même, on a dit qu'on ne voulait pas gérer les groupes. Et c'est là où, maintenant, je vous montre. Si on décide que les groupes sont visibles, donc ça veut dire que tout le cours est en mode groupe visible. Quand je reviens dans mon forum, quand je viens dans un sujet général, par exemple, quand je le modifie, j'ai oublié de cocher une case. Alors, donc pour moi, c'est l'effet des mots. Il faut imposer le mot groupe, sinon ça ne sert à rien. Hop, je reviens. Voilà. Et donc, dans cette case, là, il y a une case qui est apparue, et je peux dire que c'est pour tous les participants, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Et donc là, enregistrer. Hop, je reviens sur mon forum avec groupe. Donc j'ai réservé ici, c'est pour tout le monde, et vous voyez ici que j'avais préparé un peu le travail, et vous avez le groupe 1 et le groupe 2. Donc ça veut dire que les groupes sont visibles, le cours est paramétré avec les groupes visibles, et que j'ai séparé les fils de discussion. Donc comment ça fonctionne concrètement? C'est que quand on revient chez Johan, je reviens ici, et l'étudiant, il a la possibilité de voir toutes les séparations, et on lui dit qu'il n'est pas membre de l'autre côté, dans un autre groupe. Il peut voir ce qui se passe, mais il ne peut pas agir, mais il peut lire. Et quand il revient sur le sujet général, il peut répondre, parce que c'est pour tout le monde. Pardon. Hop. Et quand il vient sur le sujet réservé au groupe 01, il peut répondre, parce que il appartient au groupe 01. Donc là, ça marche bien, mais il peut voir, le groupe 1 peut voir le travail du groupe 2. Donc ça peut ne pas répondre à vos attentes. Et quand on revient quand on change le paramètre et qu'on passe en groupe séparé, il y a d'autres conséquences. Alors, il n'y a pas une solution, je tiens à le dire tout de suite, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. Il faut juste vérifier que ça répond à vos attentes et à votre méthode pédagogique, tout simplement. Donc là, j'ai fixé les groupes séparés. Donc on voit qu'ici, on est bien marqué en groupe séparé. On voit que c'est toujours le paramétrage avec le sujet général et les deux sujets dédiés au groupe. Et je me reconnecte avec Jojo. Comment éviter la série de mails? Il suffit de ne pas s'abonner, Nicolas. C'est le principe des abonnements, comme dans tout forum classique, comme
Comme dans tout ce type de technologie, on est pollué par les mails si on ne fait pas attention à... Donc là, je reviens sur Johan. Donc vous pouvez voir qu'en fait, il voit les forums réservés aux autres, mais il ne peut pas y aller. Et quand il revient sur les groupes, on voit bien qu'il est en groupe séparé maintenant. Et là, il y a deux conséquences. Une conséquence qui est très sympa, c'est qu'il ne voit pas du tout les forums des autres. Donc comme ça, c'est très propre. Maintenant, il peut rentrer dans son groupe et il peut répondre. Voilà. Okay. Mais ce que je n'aime pas, et là où le point qui me déçoit un peu, c'est que quand il vient dans le sujet général, ben, il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il est réservé, il est contraint à son unique groupe. Et il n'y a plus de notion de forum global. C'est un peu compliqué. Quand je reviens sur le forum classique, là, ben, je suis coincé en fait. Et ça me gêne, ça me perturbe très fortement, personnellement. J'aimais bien cette solution de les séparer chacun, sans avoir à créer tout un tas d'objets, comme j'ai pu faire ici. Là, j'ai créé tout un tas d'objets. Là, dans ma tête, ça me permettait de créer un seul forum et de les réserver, ben, sauf que ça semble pas être la solution préconisée par Moodle. Donc, au final, c'est ce que je vous dis ici. Moi, après plusieurs tests, je compte ne pas fixer les groupes au niveau du dessus. Et si j'ai besoin de les séparer, je créerai des forums séparés et je ferai des restrictions. Voilà. Et j'en ai fini avec ma présentation de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Oui, Jean-Pierre, tu m'entends? Oui. C'est Suzanne à l'appareil. Oui, Suzanne. Oui, j'ai posé une question dans le chat là. Peut-être que j'ai mal compris, mais tout au début, quand tu étais en train d'inscrire des cohortes, oui. J'ai eu l'impression que tu as buté quand tu as essayé d'inscrire une cohorte avec un nombre d'élèves, je dirais, normal. Non, c'est que je les vois pas toutes. Euh, Je te montre. J'y retourne. Comment je vais dans l'admin. Vas-y, dis-moi. Inscrit. En fait, quand je vais dans la cohorte, je voulais vous montrer une cohorte et vous montrer les étudiants. Simplement, quand je vais avec les 107 de Laval, là, et que je vais sur ajouter un membre, en fait, il n'affiche plus, il dit trop d'utilisateurs 107 à afficher, c'est tout. Mais maintenant, je sais pas, moi, qui est... D'accord. Ils sont inscrits, c'est juste qu'on ne peut pas les visualiser voilà, parce qu'ils sont... regarde, il y en a 107. Okay. Quand je tape sur... quand je commence à écrire, eh ben, je vois les étudiants qui sont concernés. Ok, merci. J'avais mal compris. Merci beaucoup. Non, j'ai pas précisé. C'est juste qu'il limite à ça, il limite l'affichage. Ok, parfait. Merci. Oui. Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, tu m'entends? C'est Jérémy Cox à l'appareil. Oui. J'ai une petite question. Tu as parlé de cette notion d'un code pour inscrire les étudiants. Tu envoies aux étudiants. Est-ce que si tu les inscris par exemple, par cohorte, est-ce que c'est nécessaire toujours d'avoir un code d'accès? Non, parce qu'ils sont déjà inscrits. Donc, quand ils vont se connecter, le cours va apparaître dans mes cours. Donc, moi, j'en ai tout un tas, mais eux, ça dépend de la liste qu'ils ont. Et puis, ils n'auront plus qu'à rentrer, et puis ils seront directement dans le cours. En fait, le code d'accès, ça c'est remplacé par l'inscription que tu fais toi-même. Exactement. Ok, merci. Bonjour. Oui. Donc déjà, merci beaucoup. C'est super intéressant et c'est clair. En fait, les besoins sont très différents selon les différents types de cours. Exactement. Dans mon cas, c'est les cours de communication. Est-ce que c'est possible d'être sur Teams parce que Teams est très adapté pour des cours très interactifs et où surtout on parle et où les étudiants parlent aussi. C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut utiliser Teams plutôt? Alors, c'est un autre cours en fait. Oui, la politique
Tu veux répondre, Jean? Ouais, je veux bien répondre, merci. Oui, vas-y. Les comptes qu'on a sur Teams à l'heure actuelle sont temporaires, donc on risque de perdre beaucoup des constructions qu'on va faire. La base de dépôt de nos documents, de nos écrits, doit être le Moodle, puisque tous les étudiants, dès qu'ils ont une adresse en ET, ESIEA, ils sont automatiquement inscrits et ils ont automatiquement accès à ce Moodle. Teams ne risque pas de supporter la charge également. On a fait des tests cette semaine. On a Richard qui est avec les masters, il n'a pas beaucoup d'élèves et Teams a planté plusieurs fois. Donc si on mise tout sur Teams et qu'il y a un blackout, ben, ça veut dire que vous êtes bloqué sur la période où vous pourrez être en communication avec les étudiants. Donc c'est un peu risqué. Le Moodle, on sait qu'il va tenir la charge. Alors évidemment, il n'a pas toutes les fonctionnalités de Teams, il n'a pas la même ergonomie ou voilà que Teams, mais on sait qu'il va tenir la charge. Donc c'est ça qui est important. Alors j'entends, donc voilà, je comprends bien. Mm. Alors ensuite, pour les cours, là, plus spécifiquement, c'est les cours de communication orale, donc il y a peu ou pas de documents. C'est vraiment, on parle et les étudiants parlent. Ils peuvent projeter des PTT. Alors si c'est pas possible sur Teams, sachant que je l'utilise dans d'autres établissements où ils n'ont pas les problèmes de charge que vous évoquez, mais j'imagine que chaque établissement est spécifique. Dans ce cas-là, la question, c'est est-ce que on a l'autorisation de le faire sur Skype, parce que Skype, c'est exactement comme Teams. Je l'ai utilisé là pendant les grèves avec vos groupes, donc ces groupes sont constitués. Et en fait, j'ai discuté actuellement, là, ces jours-ci, avec des personnes que je connais et qui sont en télétravail également, pour leur demander s'il y avait actuellement des problèmes de réseau sur Skype. Et ils m'ont dit que non. Parce que là, ce que je vois, ce que vous présentez sur Moodle, c'est très intéressant, je pense, pour les cours spécifiques, scientifiques. Mais je vois absolument pas comment, en tout cas pour mon type de cours communication orale, je demande que ça, hein, d'utiliser. Mais en tout cas, là, comme ça, je vois vraiment pas, je suis absolument désolée. Donc Dominique, si vous voulez bien, on en parlera un peu en dehors de ce canal. Quand on D'accord. prend les cours qui sont présentés, on va avoir 60, 120 personnes qui peuvent être connectées en même temps que le prof. Donc c'est une charge qui est assez conséquente. Oui, c'est très différent de Voilà. nous, c'est des groupes de 15 Voilà. en On fait. va en parler en dehors de ce canal si vous le Alors, en fait, souhaitez. je vous rappelle, est-ce que je peux noter votre nom pour pouvoir vous contacter? Jean Labourdette. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. J'ai répondu à je reprends la main, j'ai répondu à quelques questions directement sur le chat. Donc, il y a comment ça s'appelle, un chat justement dans les cours que vous pouvez utiliser. Hop, on active. Vous pouvez, je sais pas, tout en haut, marquer chat, voilà. Hop, il est là. Et ici, vous cliquez pour participer. Ah ben oui, mais forcément, avec cette connerie de 3CX, vous pouvez le voir. Parce que comme je ne peux pas, je sais pas, vous le voyez, Jean, ou pas? Non? Oui, on le voit. Ouais. Vous voyez le chat? On voit démo de 19 mars, miaou. Voilà, Mais on vous va voyez pas voir. le chat lui-même. J'ai cliqué Non, dessus. voilà, il faut que tu Oui, le. parce que ça affiche qu'une fenêtre et pas, Ouais, ouais, ouais. bon, bref. Donc le chat fonctionne très bien. Personnellement, faire du chat en live avec des étudiants temporairement sur une phase qui va bien, créer des chats, on peut les restreindre pour les étudiants entre eux. Je pense que ça sert à rien. Ils ont déjà leur canaux de communication instantané. Peut-être pas la peine de surcharger la charge sur Moodle, sur notre serveur, alors qu'ils ont des habitudes et des groupes de travail sur, je sais pas, sur Discord ou un autre. Je pense qu'il faut pas surcharger pas leur imposer des outils qu'ils ne vont pas utiliser. Oui, bonjour, vous Oui, m'entendez? oui. Oui, en fait, voilà, ma question c'était, est-ce qu'on a la même chose sur Moodle que sur Teams? Par exemple, on a créé des équipes, on a pu communiquer en fait en direct avec vidéo ou avec le son.
Donc, du coup, on pouvait, par exemple, éventuellement prévoir des cours en présentiel sur Teams. Est-ce qu'on a de la même chose sur Moodle? C'est ça ma question. Alors, il existe, comment ça s'appelle, un outil qui permet de faire du présentiel sur Moodle, mais c'est un add-on qui a été marqué, il s'appelle Big Blue. On va le tester, on l'a jamais testé, Richard est c'est en train de le celui-là. tester aujourd'hui. Mais pour l'instant, on est réservé. Pourquoi? Parce que l'avantage de notre Moodle, c'est que c'est nous qui l'hébergeons et on est sûr de ce qui se passe. Donc, on va intensifier son utilisation pas à pas, on va faire des tests. Le but de Moodle, c'est de stocker, pour l'instant, c'est de stocker les cours, le support de cours, et de gérer les évaluations à distance. Teams va nous permettre de remplacer le présentiel et de faire des présentations en discutant. Donc Teams a été paramétré pour ça, et Moodle a été paramétré juste pour les supports de cours, les TP, les dépôts de projets et tout et tout. Pour l'instant, c'est deux choses vraiment séparées. Et on les laisse comme ça parce que Teams, Microsoft est tombé aussi un moment, et notre Moodle, lui, il est stable. Donc on ne veut pas mettre tous nos bébés dans le même panier, surtout que Microsoft a aussi ses problèmes de devoir gérer la charge actuelle. Donc pour l'instant, séparer les deux choses, et on fait des tests, on verra, on reviendra vers vous si on a des certitudes. Alors, si j'ai bien compris, donc pour l'instant, on laisse tomber Teams, on travaille que sur Non, pour Non. les présentations en live. Si vous voulez parler avec les étudiants, vous pouvez utiliser Teams. Mais vous laissez Ok. les supports de cours, la mise à disposition des cours, les évaluations, le forum, vous pouvez le laisser du côté Moodle. D'accord. Et je rajoute en complément, on ne peut pas avoir la même approche pédagogique avec nos outils que quand on avait en présentiel. C'est-à-dire, il n'est pas imaginable de vouloir faire pendant 1 heure et demie des présentations. Les étudiants, ils ont pas tous des super connexions, etc. Donc ça nous oblige Mhm. tous à revoir notre manière de fonctionner. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous ont une dure activité cette semaine parce que tout ce qui était préparé pour le présentiel ne doit pas être transposé exactement pour le non présentiel, hein. Donc il va falloir utiliser ces outils en mode de questionnement, les forums. Ne comptez pas pouvoir assurer une présentation pendant 1 heure, un PowerPoint aux étudiants où vous parlez et où vous écoutez, hein. C'est pas, on sait que ça peut pas tenir Mhm. ça ne tiendra pas la charge, hein. C'est-à-dire, oui, les serveurs Teams sont plantés cette semaine. Donc toutes les écoles dans le monde qui l'utilisaient ont tous connu des soucis à un moment donné dans la semaine, hein. Et du coup, c'est juste en fait une remarque. Du coup, en fait, à mon avis, en fait, ça va être inutile de garder les mêmes créneaux que faire planning finalement. Les Si emplois on du doit temps faire sont, les cours, ouais, les cours de façon asynchrone, on doit tout déposer sur Moodle. En fait, ça peut se faire. les emplois du temps ici, ils sont pas encore totalement rebattus sur toutes les années. Le principe, c'est de travailler avec des créneaux qui peuvent aller sur une demi-journée, dans lesquels tous les étudiants d'une promo sont disponibles pour cette matière et l'enseignant sait qu'il a l'attention de tous les enseignants de cette promo. C'est un peu d'échelonner le travail des étudiants. Alors, excusez-moi, je voulais donner une information. Je ne sais pas si vous Mhm. m'entendez. Oui, Oui. Oui, en fait, j'enseigne dans 2 autres établissements, écoles d'ingénieurs, qui utilisent Teams depuis lundi matin. J'ai moi-même donné 8 heures de cours par Teams sans rencontrer le moindre problème, et les retours des responsables des 2 établissements, puisqu'on a des retours bien sûr par mail, sont que ça fonctionne bien ça fonctionne bien au niveau de l'école. Et effectivement, vous avez raison, on adapte nos contenus. Il est évident qu'on n'enseigne pas de la même manière à distance. c'était des groupes de combien, si je peux me Eh permettre, que bien, vous aviez? c'est donc toujours des cours de communication, mais je pense que c'est la même chose pour les cours de langue. C'est des cours de moins de 20. Voilà, c'est parfait pour ça. Skype aussi également. Vous faites Oui. un Skype avec 120 jeunes, Ah non. ça marche pas. Ouais, Oui, bien sûr. C'est pour ouais. ça que je disais que chaque besoin est spécifique. Et donc, Mhm. si vous nous autorisez pour les profs de com
à utiliser Teams, on sera pas, on a des petits groupes, donc je suppose qu'on ne plantera pas votre système. Est-ce que vous nous autorisez ou est-ce que ça risque de surcharger le réseau? Là aussi, on en parlera en dehors de, Alors, excusez-moi. de ce cadre qui est une formation Moodle Oui, ce excusez-moi, matin. je suis désolée. Je vous en prie. Ouais. On va peut-être Oui. conclure parce qu'on Voilà, est plusieurs à avoir une réunion. Avant d'arrêter, juste pour vous montrer une question qui m'avait été posée aussi en off, j'ai oublié de la marquer dans le plan, c'est que vous avez la possibilité d'avoir dans l'administration du cours, dans les rapports, d'avoir l'activité du cours et de pouvoir mesurer l'activité et comment ça s'appelle, de savoir si les étudiants sont proactifs ou travaillent ou pas. Donc c'est dans le rapport et il y a tout un tas d'informations que vous pouvez voir sur qui a fait quoi, comment. Il y a tous les logs. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit vraiment important ni pertinent parce que les étudiants, ils peuvent venir 5 minutes récupérer les documents qu'ils ont à faire, venir répondre à la question et repartir. Et c'est pas pour ça qu'ils vont pas bien travailler. La durée de la connexion sur Moodle n'est pas du tout représentative du travail de l'étudiant. Donc les informations qu'on peut récupérer par rapport à l'activité de l'étudiant sur Moodle, c'est pas représentatif. C'est comme quand on sera tous en présentiel, on va avoir des connexions fantômes, des étudiants qui vont ouvrir la visio quand on va dire de venir et qui vont rien écouter, puis qui vont venir déconnecter quand ils vont réaliser qu'il n'y a plus personne qui parle. C'est ce qui m'est arrivé pendant les grèves, là où j'ai donné 2 ou 3 cours en visio. C'est très dur de pouvoir mesurer le sérieux d'un étudiant à distance. Il y a juste le seul moment où vous pouvez les surprendre, c'est si vous leur posez des questions avec un forum, dire voilà, je viens de poser une question, vous avez 5 minutes pour répondre. Voilà, là, c'est clair. Mais il n'a pas besoin d'être connecté en continu, en fait, sur Moodle. En tout cas, merci JP pour cette formation. Je vous propose d'y mettre fin pour l'instant. Elle sera disponible au replay. On vous communique par mail un meilleur lien que ce qui a pu vous être communiqué la fois dernière et dont vous aurez accès au déroulé de la présentation avec pouvoir faire vos essais en direct sur le Moodle si vous n'avez pas eu le temps de l'avoir sur une autre fenêtre. Merci à tous. Bon courage. Voilà. Merci JP. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.